Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information au sommaire. Les services de sécurité viennent de mettre le grappin sur une présumée narco qui tentait d'introduire du chanvre indien à la maison centrale. Madalo Souma, la présumée trafiquante, a été présentée à la presse ce jeudi. Page noire dans cette édition d'information, le célèbre artiste Kémo Kouyaté du groupe Bala et ses baladins a tiré sa révérence à l'hôpital sino-guinéen de Kipé ce mercredi, décédé à l'âge de 70 ans. Kémo Kouyaté souffrait d'une maladie cardiovasculaire depuis un an. En France, Emmanuel Macron a multiplié jeudi les hommages militaires, assurant que le budget de la défense sera de 34,2 milliards d'euros en 2018. Encore une fois, bonsoir. Un présumé narco a tenté d'introduire du chanvre indien à un prisonnier de la maison centrale. Les services de sécurité ont mis la main sur elle ce jeudi. Madalo Souma, la présumée trafiquante, a été présentée à la presse. Le récit de Malik Songana Kamara et de Ibrahima Souma. Le 18 juillet dernier, Madalo Souma, commerçante, reçoit l'appel téléphonique d'un jeune de la part de son cousin Ali Abangoura, dit alias Kake, en détention à la maison centrale. Le jeune lui donne un colis contenant des condiments et des savons traditionnels communément appelés kabakoudou qu'elle devait remettre à son cousin. À la rentrée de la sûreté, les agents vérifient les contenus du colis et trouvent que les 24 boules de savon contiennent du chanvre indien. Au contrôle, il a été constaté que du cannabis, c'est-à-dire du chanvre indien, est enfoui dans ces boules de savon traditionnel. Et tout de suite, la police informée, alertée, a ouvert une enquête. La présumée narco est consciente de la gravité des faits qu'on lui reproche. Dans ses explications, elle serait mise devant un fait accompli par son cousin Ali Abangoura alias Kake. C'est Alia qui m'avait appelé en me disant que c'est le savon avec les condiments. Puisque moi, je ne savais pas si c'était ça. Je ne peux rien dire, puisque je suis dans la main de la loi. Et je n'ai rien à dire maintenant, puisque c'est à moi qu'on m'a appris. Alia Bangoura, alias Kake, qui est l'un des plus grands criminels, supposé être auteur de plusieurs braquages, attaques à main armée, brigandages, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, qui fait partie de la bande de KPC, des militaires qui étaient radiés des effectifs de l'armée guinéenne et qui se sont retrouvés en bande en rapport avec certains individus. Cette tentative d'introduction des stupéfiants à la maison centrale n'est pas un cas isolé. Le directeur de la maison centrale rappelle d'autres cas qui ont impliqué même des gardiens de prison. Souvent, c'est les agents pénitentiaires qui sont complices de cette tentative d'introduction frauduleuse de chanvre indien à la maison centrale. 8 d'entre eux ont déjà été arrêtés et déférés, présentés au procureur de la République près du tribunal de première instance de Kalou. La vigilance reste renforcée pour détecter ces genres de situations à la maison centrale, rassure commissaire Kassé. Le verdict est tombé au TPI de Dixine sur l'affaire du ministère public contre Abdoulaziz Bangoura, connu sous le nom d'artiste de Marcus, et de Koulako Kourouma alias Simbo pour viol sur la personne de Fatoumata Diarra Bari. Après plusieurs renvois, le procès qui a fait le chaud gras de la presse people guinéenne a pris fin ce lundi. La Cour de justice a acquitté les deux accusés des charges retenues contre eux pour absence de preuves. Alpha Omar Baldé et Yacouba Traoré. C'est l'épilogue d'une affaire déroutante qui aura duré plus de 2 mois. Cette histoire entièrement fondée sur les déclarations déphasées de la plaignante a connu un tournant décisif lorsque Maître Béa,
L'avocat de la partie civile s'est déporté du dossier dans une lettre adressée au président de la Cour avant le début du procès. Suite à ces innombrables problèmes, la Cour n'a pas eu du mal à trancher. Une délibération qui soulage Abdulaziz Bangoura. Je remercie toutes les personnes de bonne foi, tous mes fans, big up à eux, le fait qu'ils aient continué à avoir confiance en moi. Et merci à la justice d'avoir tranché justement. Et voilà, pour le reste, Dieu jugera du reste, quoi. La prétendue victime appelée à la barre a indiqué ne rien vouloir comme réparation au préjudice qu'elle a déclaré avoir subi de la part de Marcus et Simbo, puisqu'elle aurait été manipulée pour les poursuivre. Malgré cette rétractation de la plaignante, l'artiste du groupe Banlieusard compte-t-il porter plainte à son tour? Mon avocat va se prononcer dessus. Moi, je vais me réserver de dire quoi que ce soit. Mais si Maître Kourouma, il a son numéro en ligne, vous pourrez le contacter et vous en dire. Malgré 2 mois de comparution, il nous est difficile de dire avec exactitude qui a raison ou qui a tort à l'issue de cette affaire déconcertante. Puisqu'après le procès, Fatoumata Diarra Bari et les proches de Marcus sont sortis du tribunal, bras dessus, bras dessous. La Direction nationale de police routière poursuit sa tournée de sensibilisation dans les différentes communes de Conakry. Ce jeudi, Amidou Babacar Sarr et sa suite étaient à la mairie de Dixine pour échanger avec les administrateurs civils, le syndicat des transporteurs au sujet du respect du code de la route. Compte rendu Malik Sangana Kamara, Mamadou Boy Diallo. Pour normaliser la circulation routière, les conseils de quartier sont désormais mis à contribution par le directeur national de la sécurité routière. L'incivisme, l'indiscipline des usagers, l'afflux des mototaxis, autant de problèmes qui rendent la circulation difficile dans la capitale. Le phénomène interpelle. Si les gens se comportent très bien, le civisme est bien placé, je sais que vraiment la mission va être réussie et que nous allons diminuer les cas d'accident dans la circulation. Tous les services de sécurité sont à disposition de l'autorité civile. C'est la loi qui les prévoit. Donc si au niveau d'une commune, le maire engage les chefs de quartier pour l'application correcte de la réglementation, je sais que ça peut aller. Au cours de cette rencontre de sensibilisation, l'accent a été mis sur les comportements des conducteurs de mototaxi. Les autorités à la base en témoignent. Moi, mon quartier souffre de tout ce qui est comme problème du motard. Ils ne respectent pas la personne, ils ne respectent pas les usagers même qu'ils prennent pour venir avec eux. Ils ne respectent absolument rien de ce qui est de la règle. Mais comme on a reçu les documents, on va les inviter ensemble pour trouver la solution par rapport à ça. De leur côté, les conducteurs de mototaxi se disent prêts à respecter les recommandations élaborées par les autorités policières et syndicales. Par la même occasion, ils ont exprimé les difficultés auxquelles leur corporation reste confrontée dans la circulation. Dans un quartier, tu vas voir 5 dodans qui sont faits proches. Ça nous fatigue surtout au niveau de la route de Liberté. Encore, on gagne beaucoup de difficultés dans les mototaxis encore. Surtout avec nous les policiers. Normalement, si un policier t'attrape, normalement son devoir c'est pour te demander les papiers, mais actuellement c'est nous, c'est pas comme ça. On t'attrape, c'est pour te demander l'argent. Après une semaine, le directeur national de la police routière promet de revenir s'enquérir de l'effectivité des dispositifs mis en place. Des cadres du ministère des Mines et de la Géologie et d'autres départements partenaires se sont réunis ce mercredi à Conakry pour mettre en place une banque de données hydrogéologiques et géotechniques. L'objectif est de collecter les données hydrogéologiques et géotechniques existantes, les centraliser afin de faciliter leur accessibilité. Reportage. De l'indépendance à nos jours, de nombreuses études hydrogéologiques et géotechniques ont été réalisées. Malheureusement, les résultats de ces études sont de nos jours éparpillés. L'Office national des géoservices, à travers ce projet, compte collecter les données existantes, les centraliser afin de faciliter leur accessibilité à l'État et aux particuliers pour pouvoir exploiter les sols sans risque. Nous avons estimé que dans le cadre de notre planification rationnelle de la cartographie hydrogéologique et géotechnique du territoire, il serait opportun de collecter toutes ces informations, les centraliser,
faire une interprétation préliminaire qui nous permettrait de mieux planifier nos zones d'intervention. Et à l'avance, la collecte de ces données va nous permettre d'avoir une vision plus large sur le système de contrôle des risques, le système d'adduction d'accès aux eaux souterraines, ce qui est vraiment un atout pour le peuple de Guinée. Un atout pour le peuple de Guinée quand on sait que ces derniers temps, on assiste à la prolifération des sociétés de production d'eau dite minérale, qui ne respectent pratiquement aucune norme requise. Si vous avez constaté ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'accidents, c'est-à-dire les fissurations sur les bâtiments à cause des pompages excessifs, des forages qui sont placés aux endroits où ils ne devaient pas être. Vous avez constaté que nous avons actuellement des problèmes d'eau. Les gens font des forages n'importe quand et n'importe où, chose qui n'est pas réglementée. Donc nous essayons de réglementer tout ça pour prévenir l'avenir du peuple de Guinée. Parce que si nous continuons ainsi à faire ce qu'il ne faut pas faire dans notre pays, ça va nous rattraper demain. Pour éviter cela, des cadres du ministère des Mines en partenariat avec d'autres départements concernés travaillent actuellement sur un projet de décret pour réglementer le secteur. Par exemple, dans le cadre de l'attribution des permis de construire, on ne doit pas donner un permis de construire pour une infrastructure d'un certain type sans qu'il y ait une étude de sol de fondation. A souligné que ce projet d'étude touchera dans sa première phase Conakry, Koya et Dubrika. Et pour la énième fois, les travailleurs de la Sotragui expriment leur malaise depuis 3 mois. Ils ne perçoivent pas de salaire. Ils projettent de descendre dans la rue dans les jours à venir. La société est complètement à l'arrêt. Plusieurs services suspendus. Le syndicat divisé, constat du terrain avec Mamadou Sadio Baldé et Lamine Silla. Cette pancarte résume le désarroi des travailleurs. 100 bus stationnés, 4 sont opérationnels. À cause de la reconstruction du rond-point de Matoto, ils sont immobilisés. Un coup d'œil dans la direction, plusieurs services sont suspendus, confient nos guides. Tout au moins fonctionnent au ralenti. Que dire de la mauvaise utilisation du matériel? Ici, voilà. Mais regardez comment l'état de cette cellule, elle est complètement abandonnée, elle laisse à désirer. Ce qui préoccupe le plus les employés, c'est comment percevoir les arriérés de salaire. Depuis 2015, ils sont payés par trimestre, mais là aussi, des zones d'ombre existent. En descendant en ville 1, premièrement, demander effectivement le salaire des 3 mois qui restent et qui n'est pas encore payé. Et deuxièmement, vraiment rencontrer le président de la République et vraiment parler de notre situation de travail. Tous les problèmes sont centralisés à la présidence. Ces employés ne manquent pas de mots pour attirer l'attention des autorités. Aujourd'hui, les citoyens de ce pays souffrent énormément. Quand vous partez sur les artères, vous ne verrez que des personnes en masse. Ils s'entrebattent pour rejoindre les taxis afin qu'ils puissent rejoindre leur lieu de travail. Parce que nous n'avons pas une société de transport digne de nom dans le pays. Alors nous lâchons ce appel au chef de l'État, particulièrement lui. Il n'a qu'à venir à la Sotragui, voir les réalités, n'est-ce pas, de sa société. Parce que la Sotragui constitue l'une de ses priorités depuis qu'il est venu à la magistrature suprême. Pourquoi il laisse les gens, n'est-ce pas, venir délabrer cette société? Le chef de l'État, c'est vous la solution. Préavis de grève, préavis de rendre les clés des loyers. Plusieurs d'entre eux sont sous menace. Les familles sont délogées, les enfants sont à la maison, abandonnés. Moi qui suis devant vous, on m'a donné le préavis de quitter la maison. D'ici fin septembre, je vais quitter la maison où je vais loger. Le gouvernement turc a offert ces bus. Ils ne seront opérationnels que lorsqu'un partenaire digne sera trouvé par le gouvernement. Plus loin, les autorités préfectorales de Boké ont repensé la question de construction de la route de contournement de la ville de Boké en communion avec les cadres du ministère des Travaux publics. Ce cadre d'échange a permis aux populations d'extérioriser le besoin pressant lié à cette route, mais la préoccupation majeure réside sur le choix qui est fait par l'État d'orienter la route vers l'ouest. Le compte-rendu de ces pourparlers est signé par Kadjadja et Salifou Lifosissé. Elle a rencontré les autorités préfectorales de Boké
en présence des principaux concernés. Après une âpre crise, le gouvernement a recruté un bureau d'études chargé de mener les programmes de construction de la route de contournement de la ville de Boké. Les premiers résultats de ces études préliminaires sont disponibles. Le document projeté est amendé par les membres des parties prenantes. Pour le moment, on est à la phase donc, des études, mais le timing veut quand même que les dossiers d'appel d'offres puissent être lancés au plus tard, donc en début octobre. On prend en compte tous les aspects qui normalement sur lesquels les gens sont regardant l'environnement, les questions socio-économiques, on prend en compte tous ces aspects-là. Dans la salle, les débats étaient houleux. Le désaccord plane. L'unique point d'achoppement réside dans l'orientation de cette réalisation. Le débat a été fait et ils ont pris note, puisque ce n'est pas une première ou une dernière rencontre entre le bureau d'études et les communautés. Le compte rendu sera fait, une autre équipe viendra avec laquelle nous allons toujours échanger. Quand vous avez remarqué dans la salle, c'est qu'il y avait divergence d'idées. Il y en a qui sont pour le côté est, et il y a d'autres aussi qui sont pour le côté ouest. Mais l'essentiel, c'est que c'est la réalisation de la contournante. Pour le bureau d'études, cette infrastructure de contournement serait judicieuse, avantageuse et réalisable en dépit des obstacles constatés vers l'est de la ville. Le choix est donc tombé sur l'ouest. Le plus important, c'est les avantages socio-économiques liés à l'option de faire passer la route par l'ouest. Encore une fois, un pont, c'est de l'économie créée de part et d'autre. Deux ponts, c'est encore plus. Et ça permettra aussi, en tout cas aux populations qui sont riveraines ou qui sont à proximité donc, de ces ponts, de pouvoir amener leur production dans des meilleures conditions. Sous le règne du CNDD, le ministère des Mines à sa tête Ahmed Kanté aurait approuvé les études liées à la réalisation de 2 voies de contournement de la ville de Boké. Les populations lancent un plaidoyer au gouvernement pour la réactualisation de ces études afin de taire les divergences. Page noire dans ce journal, le célèbre artiste Kémo Kouyaté du groupe Bala et ses baladins a tiré sa révérence à l'hôpital sino-guinéen de Kipé ce mercredi. Décédé à l'âge de 70 ans, Kémo Kouyaté souffrait d'une maladie cardiovasculaire. Depuis un an, le ministère de la Culture et des Sports a présenté les condoléances du monde de la culture et informe que les funérailles sont prévues ce vendredi au Palais du Peuple de Conakry. Mohamed Valek Touré et Mamadou Souma. C'est dans la journée du mercredi que la nouvelle est tombée, annonçant la mort de Kémo Kouyaté, une des figures de la musique traditionnelle et moderne. Cette disparition laisse un vide dans la scène culturelle et artistique guinéenne, comme le témoigne le secrétaire général du ministère des Sports et de la Culture. Et c'est avec beaucoup de tristesse, d'amertume que nous avons appris cela. Et automatiquement, nous avons informé le ministre Siaka Bari, ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, qui était en partance pour les Jeux de la francophonie à Abidjan. Et des instructions m'ont été données en tant que secrétaire général de ce département de prendre toutes les dispositions pour que les funérailles nationales soient organisées pour Kémo Kouyaté, qui mérite cela. Atteint d'un terrible accident cardiovasculaire depuis plus d'1 an, l'auteur du groupe Bala et ses baladins, fondateur du groupe Sarah 70, plusieurs fois arrangeur de la chanteuse Myriam Makeba et autres Samba, Kémo Kouyaté aura été une pièce maîtresse de la promotion de la culture. C'est quelqu'un qui véritablement va nous manquer et il a participé à la fabrication, je pèse bien mes mots, à la fabrication de plusieurs vedettes, dont notamment Ibro Diabaté, Kelfala Kanté, Sekouba Bambino, parce que leur maquette, n'est-ce pas, était confectionnée, les Séni Malomou et autres dans les années 80 étaient confectionnés, n'est-ce pas, dans le réduit de Kémo à Himbaya Taneri. C'est des choses que j'ai personnellement suivies, donc c'est quelqu'un que nous perdons avec qu'on accepte parce que c'est la volonté divine. Kémo Kouyaté est décédé à l'hôpital sino-guinéen où il poursuivait sa convalescence à l'âge de 70 ans. Il laisse derrière lui 9 enfants. Le gouvernement, dans cette circonstance, prévoit d'organiser des obsèques pour lui rendre des derniers hommages.
Après 21 jours d'activité, la compagnie de téléphonie mobile MTN Guinée a clôturé ce mardi son YouLoker. Cette initiative consiste à apporter une assistance aux communautés dans lesquelles évolue l'entreprise. Idrissa Bari et Mamadou Souma. Le YouLoker est une activité d'investissement social de MTN Guinée qui est organisée chaque année par cette société de téléphonie mobile. Elle s'étend sur une période de 21 jours. Lancé depuis le 18 juin dernier, pour cette campagne, MTN a offert un centre digital aux maisons des jeunes de Ratoma et Dixine et un concours de développement d'applications appelé App Challenge a été lancé. Pour faire ressortir l'élite du pays, parce que l'on pense qu'il n'y a pas assez de cerveau ici, mais c'est faux, c'est une notion qui est fausse. Donc en créant ce concours, on a créé une ébullition au sein des écoles et on a retiré les meilleurs. Ce sont les étoiles qui se sont démarquées aujourd'hui et qui ont été bénéficiaires de ces bourses d'études qui vont leur permettre de vivre une année scolaire prochaine dans de bonnes conditions, s'acheter du matériel, payer leur loyer sur le campus, etc. À l'issue du concours, 10 jeunes développeurs d'applications ont été sélectionnés. Des prix allant d'1 million à 10 millions de francs guinéens et une bourse Nelson Mandela a été décernée à chacun des lauréats. Moussa Sissé a développé Easy School, une application qui met en relation les acteurs du système éducatif. À travers l'application, comme je le disais tantôt, le parent est en mesure, n'est-ce pas, de rester à la maison, consulter l'emploi de temps de son enfant. L'étudiant aussi est en mesure de rester à la maison, n'est-ce pas, consulter son emploi de temps, savoir ses heures de cours, n'est-ce pas, et consulter ses notes après les évaluations. Les professeurs aussi sont en mesure, n'est-ce pas, de connaître, consulter leur emploi de temps en étant à la maison, connaître quelles sont les classes j'ai cours et quelles sont les matières à dispenser. À l'occasion de cette clôture qui coïncide aussi à la journée internationale de Nelson Mandela, l'opérateur de téléphonie a offert des vivres à la cité de solidarité de Taouya en assistance aux personnes vivant dans ce centre. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe technique et rédactionnelle. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne soirée avec les programmes de la télévision Espace.